Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est moi qui ai l'honneur de commencer cet après-midi. J'espère qu'elle ne sera pas trop soporifique, puisque c'est bien l'heure de la sieste, là. Bon, comme chaque année, alors pour certaines ou certains qui ont l'habitude de ce rendez-vous, en fait, je reprends, comme chaque année, ce que je fais un petit peu, c'est-à-dire un panorama des livres jeunesse. Comme il est noté, effectivement, j'ai été pendant 15 ans de ma vie libraire spécialisé jeunesse à Lyon, avec la librairie à titre d'elle. Et aujourd'hui, j'ai arrêté cette petite aventure pour en commencer une nouvelle. Mais je suis encore très intéressé par les littératures de jeunesse. Et c'est pour cette raison que Quai du Polar continue à me faire confiance et à me proposer ces interventions. Donc ça se passera en 2 temps. Il y aura une première intervention donc, sur le panorama des livres jeunesse et du jeu de société. C'est la petite nouveauté par rapport aux années précédentes. Et puis, à partir de 15h30, on recevra Caril Ferret pour discuter de sa production jeunesse, en fait, et effectivement de la cure de jouvence que ça peut être pour lui d'écrire un petit peu pour un public plus jeune. Je vais commencer un petit peu comme chaque année en vous disant toute la difficulté que j'ai à faire ce panorama en fait de livres jeunesse, et pas parce que je ne suis plus en librairie, mais surtout parce que mon constat, c'est qu'au fur et à mesure des années, les collections qui étaient très identifiées jeunesse à une époque, en fait, sont en train petit à petit de s'arrêter ou de moins publier. Et je dirais que le roman d'enquête a encore des belles heures devant lui, mais il est moins identifié par des collections très claires, comme ça l'a été en fait à une époque. Vous verrez quand même que les grandes collections classiques de polar jeunesse sont toujours présentes et proposent des nouveautés, mais comme je vous disais, beaucoup moins que d'habitude. Cette recherche, elle est donc difficile parce qu'il faut aller chercher chez les éditeurs le roman, l'album qui va parler en fait, qui va être dans cette thématique du polar en fait que propose Quai du Polar, c'est-à-dire le roman d'enquête, le roman d'espionnage, le roman avec des policiers. Bien sûr, c'est les grands thèmes en fait de la jeunesse qu'on retrouve souvent, et c'est souvent des enquêteurs qu'on retrouve facilement, des tout jeunes détectives, on va dire, qu'on retrouve dans la plupart des albums et des romans. Alors, il faut savoir que ce panorama reste un panorama assez subjectif et non exhaustif de ce que la littérature de jeunesse peut nous proposer chaque année. Je fais déjà des choix assez forts sur le fait de vous présenter en très grande majorité des ouvrages français qui ne sont pas traduits, donc il y en aura quand même quelques-uns, mais pas beaucoup. Et cette année, je fais une petite impasse en fait sur les tout petits. C'est vrai que d'habitude, je fais une présentation rapide d'albums qui met en scène des enquêtes en fait, de personnages qui sont faits pour les enfants de crèche, enfin on va dire un peu plus grand, mais tout le temps de la maternelle. Et là, je vais commencer ce panorama en fait par 2 grands albums que je vais vous présenter, qui sont des albums qui pour moi sont un joli lien entre le lecteur à devenir en fait et l'album en fait qui est un peu derrière moi. J'ai toujours tendance à dire qu'il est presque dommage lorsqu'un enfant de CE1 commence à lire de manière autonome, de plus lui lire des histoires en lui disant non, tu sais lire, maintenant on n'a plus besoin de te lire les histoires. Alors que ce partage en fait peut encore exister, et à travers certains albums qui sont justement des albums avec du contenu, avec de la forme intéressante, et qui sont des super trucs à partager. La petite caractéristique de mon intervention cette année, c'est que je vais terminer par une présentation de quelques jeux de société. Alors, je suis très content de le faire. D'abord parce que je vous disais que j'avais une nouvelle carrière, et que ma nouvelle carrière, c'est de gérer une boutique de jeux en fait, à Lyon, qui s'appelle Archichouette. Pour les Lyonnais, ils doivent connaître. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que j'interviens sur Quai du Polar. Et ce que j'ai envie de dire par rapport au jeu, c'est que le jeu devient, même si pour moi il l'a toujours été, mais pour le grand public, de plus en plus d'abord accessible, et surtout, pour moi, un véritable objet culturel. Au même titre que le livre, même s'il n'a pas cette reconnaissance que le livre peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que
à travers ces jeux, des auteurs, et je ne dis pas des inventeurs de jeux, je parle bien d'auteurs de jeux, nous racontent des histoires, nous font vivre des moments, en fait, un petit peu comme le livre nous le fait partager. Autre petite chose intéressante, c'est qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait au niveau de l'illustration. Donc moi qui viens de la littérature jeunesse, on sent qu'il y a quand même une influence nouvelle en fait sur le jeu de société où les directeurs éditoriaux en fait font confiance à des directeurs artistiques avec des jeux qui se veulent un petit peu plus jolis, un peu plus avenants en fait que ça n'a pu l'être. Et ça, on a la chance en France d'avoir beaucoup d'illustrateurs. Et pour certains illustrateurs, ça devient une véritable possibilité pour eux de prolonger le travail qu'ils font avec des albums que de faire des jeux de société. Et c'est là où moi, je vois toute la filiation, tout le lien qu'il y a entre cet objet livre en fait, et cet objet jeu, bien entendu. D'ailleurs, pour qu'il y ait du polar, on fait une présentation de jeux de société sur l'espace jeunesse. Si vous avez l'occasion d'y être entre vendredi et dimanche, on a une petite présentation qui sera faite sur place. Voilà. Alors, je vais commencer cette fameuse enquête que je mène chaque année pour vous dégoter en fait, ces livres jeunesse que j'espère se retrouveront un jour sur les rayons de vos CDI ou de vos bibliothèques. Et je vais commencer donc par 2 albums, comme je vous disais. Ces 2 albums, alors un chez un éditeur plutôt classique qui est Casterman, c'est Mystère au musée. Et pour le coup, on est sur une traduction, donc vous voyez que je commence par l'exception. C'est un album qui se passe dans une ville que vous allez certainement connaître, puisque la ville s'appelle Baskerville. Et on va suivre les enquêtes d'un espèce de toutou qui va être sollicité alors qu'il avait décidé de prendre sa retraite pour résoudre un mystère incroyable d'un musée qui a été complètement mis sans dessus-dessous. Alors, ce que je trouve intéressant dans cet album, d'abord, c'est un album qu'on peut appeler aussi BD. On est vraiment sur ces albums dits graphiques, en fin de compte, qui sont intermédiaires entre un album classique et la bande dessinée. Même dans la structure en fait, des pages, vous allez trouver des cases quasiment en fait, qui vous racontent cette histoire. Et puis surtout, Mystère au musée, c'est un prétexte en fait, pour découvrir l'art. Et notamment, là, pour le coup, d'aller pointer plus précisément sur Mondrian, et donc dont vous allez découvrir l'œuvre. Il y a d'ailleurs même à la fin du petit album, une petite notice documentaire en fait sur Mondrian, et il y a plein de clins d'œil en fait à travers l'album à l'œuvre de Mondrian. Donc c'est un album à découvrir, à partager. On est sur des albums pour grands, hein, donc à 6 ans et plus, et donc peut-être quelque chose voilà, qui n'est pas passé, qui date de l'année dernière, mais qui est à découvrir sur cette histoire d'enquête. En fait, ça peut être intéressant, et surtout, comme je vous dis, ce lien avec l'art. Et vous verrez que dans la plupart des ouvrages que je vais vous présenter, il y a toujours une thématique très forte en fait. Il y a bien sûr l'enquête, qui est le thème principal, mais il y a une grosse thématisation très forte en fait à travers tous les bouquins qui sont proposés. Alors de l'autre côté, c'est Kilowatt. Alors ça, c'est Kilowatt a une petite collection qui s'appelle Enquête graphique. Alors Kilowatt, c'est un petit éditeur que vous connaissez peut-être pas, qui est quand même diffusé en librairie depuis quelques années. Ils doivent fêter cette année au moins leurs 10 ou 15 ans peut-être. Et ils ont un parti pris graphique très fort, qui en font des ouvrages assez exceptionnels en fait la plupart du temps. Et donc là, sa barde au Svalbard est on pourrait le catégoriser dans le côté roman graphique là aussi, encore une fois. Avec des grandes pages d'illustration, du texte en fait intercalé dedans. On va suivre l'histoire de 2 personnages en fait qui vont nous emmener au fin fond de la Norvège, à Svalbard. Moi, j'ai découvert en fait cet endroit-là, qui est un endroit un peu particulier puisque c'est un endroit où il y a une réserve mondiale de semences en fait à cet endroit-là. Et donc là, tout de suite, vous sentez le thème qui arrive. En fait, ça va être un thème sur l'écodiversité en fait, et la biodiversité plutôt. Et donc, on va s'apercevoir que ces 2 jeunes cousines, ces 2 cousines qui vont enquêter, vont découvrir un trafic en fait de semences en fait sur cette petite île de Norvège.
Alors, ça donne l'occasion de découvrir des endroits. Hein. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans la littérature, quel que soit adulte ou enfant. C'est toujours aussi un moment pour nous d'aller découvrir des choses sans trop se déplacer, ce qui n'est pas inintéressant. Et là, pareil, dans Sa barde au Svalbard, vous allez retrouver une petite partie documentaire sur cette question d'écodiversité et sur cet endroit, Svalbard, qui nous donne vraiment envie d'y aller. Alors en plus, c'est un endroit qui subit de plein fouet en fait le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment toutes ces thématiques en fait que vous allez retrouver à travers ce livre. Voilà. Kilowatt, ça me faisait plaisir en fait de vous montrer cette maison parce que c'est pas une maison que je montre souvent en fait, parce que comme elle fait partie des petites maisons d'édition, ça fait plaisir en fait de pouvoir aussi montrer ce type d'ouvrage. Alors, je saute une catégorie qui était la catégorie des premiers lecteurs. En fait, parce que chaque année, j'ai l'impression de vous présenter les mêmes livres. J'étais à Montreuil au mois de décembre, le grand rendez-vous en fait de la littérature jeunesse. Et quelquefois, j'ai l'impression d'être d'une année sur l'autre et de voir les mêmes choses. C'est un peu angoissant de se dire que sur les tables des libraires, en fait, sur les tables des éditeurs, pas des libraires, en littérature jeunesse particulièrement, eh ben, la part est belle est faite aux longues séries. Donc en fait, il y a des personnages que moi je connaissais il y a 10 ans, qui n'ont toujours pas grandi et qui continuent à raconter les mêmes histoires. Voilà. Et c'est le cas dans beaucoup d'ouvrages en fait pour les tout petits. Donc les premiers romans en fait du CP et du CE1 qui accompagnent le lecteur. Et en fait, j'avais pas envie de vous répéter comme chaque année en fait les mêmes séries qui rajoutaient en fait les mêmes personnages. Donc ça, vous inquiétez pas, vous trouverez facilement en fait ces séries-là, voilà, tout seul. Alors malgré tout, donc là, je vais vers le roman junior. Le roman junior, c'est ce roman que moi je catégorise en fait sur le moment où je suis devenu lecteur, c'est-à-dire que je ne suis plus dans le déchiffrage de la lecture, mais je suis dans le plaisir maintenant à découvrir cette histoire tout seul. Et ça va aller jusqu'au début du collège, bien entendu, et c'est ce qui est intéressant avec ces collections, c'est que c'est des collections qui sont à la fois adaptées pour un très bon lecteur de 8 ans, mais aussi pour un moins bon lecteur de 10, 11, 12 ans, en fait. Donc ça peut permettre de rassembler, de correspondre à des publics variés et divers. Alors bien sûr, les grandes collections historiques du polar, les voilà les deux en fait. Donc avec le roman chez Souris Noire, donc chez Syros dans la collection Souris Noire, et ça alors, Jean-Christophe Tixier qui sort le 12e opus de sa série 10 minutes avec un nouveau roman, 10 minutes de sang-froid. Alors pourquoi je vous le présente? C'est parce qu'en fait il est incroyable ce Tixier, il a une capacité à renouveler systématiquement ses histoires malgré le fait d'avoir une série qui est déjà en 12 aventures en fait, avec ces deux personnages de Tim et Léa, qui sont là depuis 10 aventures, quoi, enfin 12 aventures. Alors là, ils vont être confrontés à un voisin un peu particulier qui a chez lui des bestioles un peu exotiques. Donc ça va être aussi, encore une fois, se confronter à ses peurs et essayer de comprendre comment un homme peut avoir tant de créatures bizarres chez lui. Quand je dis créatures, je parle bien des fameux NAC, là, des fameux nouveaux animaux de compagnie. Voilà, donc ça va être aussi sur cette thématique-là, des trafics et de la légalité en fait d'avoir ça chez soi. Voilà, on retrouve toujours le rythme enlevé de Jean-Christophe Tixier, que vous connaissez, pour certains, j'imagine, puisque en fait dans les CDI, vous devez avoir déjà pas mal de livres de lui, dans les bibliothèques aussi. Et il était là l'année dernière d'ailleurs. Et voilà, donc un nouvel opus pour cette collection. Heure Noire, je vous rappelle, Heure Noire, c'est chez Rageot. Donc là, 3 types de collections. Une collection jaune, qui est la collection pour les plus jeunes, une collection rouge pour les un peu plus vieux, puis la collection verte, en fait, qui est la collection pour les plus grands. On est sur du 8, 10, 12 ans, on va dire, en fait, en termes de tranche d'âge. Donc une enquête pour les vacances, c'est un roman assez simple, assez classique, on va dire, dans la forme, puisque c'est des enfants qui vont se retrouver cet été-là, avec la volonté de s'organiser pour qu'à la campagne, pendant ces vacances, il se passe quelque chose dans leur vie. Leur maman n'aimerait qu'une chose, c'est être tranquille. Et eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est surtout ne pas être tranquille. Donc, on va suivre en fait ces aventures. Ils vont rencontrer 2 personnages en fait locaux et bien sûr, ils vont s'inventer eux-mêmes une espèce d'enquête, mais qui va avoir en fait des finalités assez importantes. Je vous laisserai découvrir. C'est un roman très court, très facile à lire. Pour moi, une véritable introduction en fait au genre.
Donc c'est l'avantage en fait de ces collections. Vous pouvez y aller un peu les yeux fermés en fait dans ces collections, puisque c'est des choses qui sont aujourd'hui connues et reconnues, et donc la plupart du temps on ne fait pas trop d'erreurs en fait en allant vers ces ouvrages. Alors d'habitude je ne fais pas tout à fait comme ça, mais cette année j'avais envie de mettre en avant le travail que fait Quai du Polar aussi sur cette sélection jeunesse. C'est un travail qui est fait en collaboration notamment avec la librairie À Titre d'Elle. Et donc ça, c'est les 5 romans qui ont été sélectionnés pour le prix Quai du Polar. Je ne peux pas vous dire lequel aura le prix puisque je ne le sais pas encore. Il sera remis demain par le jury d'enfants, puisque c'est des enfants en fait qui remettent ce prix. Donc là, on retrouve 5 romans. Alors je vais être un petit peu plus rapide parce que sinon je vais y passer ma nuit. Alors je commence par Détective Grébor. Alors c'est un roman qui parle à nos générations, enfin à ma génération. Je ne sais pas si on est tous de la même génération, je ne suis pas sûr. Voilà, on est au cœur des années 80. On suit un père qui a du mal à faire chauffer la marmite. Il est détective, mais il a du mal un petit peu à trouver des enquêtes. Et il se trouve qu'ils vont être contactés par une incroyable star qui s'est fait cambrioler chez lui, et donc ça va être le prétexte d'une enquête. Donc il s'appelle Francky François, cette star, et puis bien sûr on est au cœur des années 80, donc en fait avec 1000 références sur les années 80, les enfants découvriront ce qu'est peut-être un Minitel, une cassette vidéo, voilà, donc c'est assez marrant, et il y a un petit glossaire en fait avec tous ces petits objets à la fin, donc c'est assez marrant. Alors Little Urban, moi j'aime beaucoup cette maison d'édition, qui est issue de Urban Comics en fait, et qui est la branche jeunesse en fait de Urban Comics, qui a un vrai ton sympathique dans ses ouvrages, et qui a un format très particulier pour ses romans, puisque c'est des romans à couverture rigide. Comme on peut trouver en Angleterre beaucoup et qu'on trouve très peu en France en fin de compte. Et celui-là est particulièrement fou parce qu'il est carrément de couleur disco, quoi. En fait, il brille dans tous les sens. Donc voilà. Alors pour la petite anecdote, c'est quand même Yves Grevet et Carole Trébor en fait qui ont fait le roman. Yves Grevet et Carole Trébor qui avaient déjà travaillé ensemble sur une série adolescente qui s'appelle U4, que vous connaissez certainement. Et Grébor, vous retrouvez Grevet et Carole Trébor. Vous voyez, enfin voilà. Bon, pour le coup, ils ont un peu mixé leurs noms pour pouvoir créer cette famille complètement artificielle. Alors, ce volume-là est sorti l'année dernière, mais il y a déjà un deuxième tome en fait de cette série qui est sorti, et là en début d'année. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un deuxième tome de cette série. Alors, La folle évasion de Sandrine Bonini. Alors c'est une collection que j'affectionne particulièrement, on est chez Seuil, c'est une collection junior qui s'appelle Le Grand Bain, et je trouve son nom génial, puisque effectivement c'est quand on va dans le grand bain en fait, on devient grand, et donc on passe le cap de lire nos romans tout seul. Et Sandrine Bonini, qui est d'abord une illustratrice, qui raconte des histoires aussi, bien entendu, et là, pour le coup, qui n'a pas du tout fait l'illustration de son propre roman, de couverture, notamment, puisqu'il y a très peu d'illustrations à l'intérieur. Et on va suivre le destin de cette petite fille, la folle évasion. C'est truculent. En fait, il y a un petit côté escape game, une espèce de maison, une boutique dans laquelle on va rentrer, et dans laquelle ils vont avoir du mal à sortir, ils vont avoir l'impression de se faire kidnapper. Et on verra si tout ça est réel ou si c'est fantasmé ou si derrière il y a d'autres idées. Voilà, moi j'aime beaucoup cette collection. Alors il faut savoir que les couvertures se défont complètement pour en faire un poster. Alors c'est juste un gadget pour les CDI et les bibliothèques, j'imagine que c'est même la galère. Mais malgré tout, ça fait un bel objet. En fait. Voilà. Troisième roman, c'est Héloïse Mousquetaire du Roi. Bon là on surfe un petit peu sur la tendance du moment. Des adaptations multiples et variées de Alexandre Dumas. Héloïse Mousquetaire du Roi, en fait, elle est fille de mousquetaire. Son père a été appelé à la cour, ils vivent tous les deux maintenant à Versailles. Et Héloïse préfère largement manier l'épée que les petites courbettes de salon.
Et on va découvrir une petite aventure en fait bien liée à l'histoire. Donc là, il y a une très forte imprégnation dans ce Versailles de Louis XV, puisqu'on va découvrir à la fois un contexte politique, puisque les raisons pour lesquelles cette intrigue va se mettre en route, c'est lié à un secret qu'elle a entendu et qui est peut-être un secret important pour la France. Et puis, on va découvrir aussi un jeune garçon qui va la rencontrer. Et lorsqu'elle rencontre ce jeune garçon, il est déguisé en fille. Et bien sûr, c'est le futur chevalier d'Éon. Donc en fait, il y a aussi un petit clin d'œil en fait avec ce chevalier qui a réellement existé et qui est un personnage entier de ce roman. C'est un roman bien enlevé. Alors Jean-Luc Marcastel, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas. Voilà. C'est quelqu'un qui avait déjà fait du roman un peu historique. Et donc là, il reprend un petit peu ses classiques historiques. Soit les orphelins d'Argent... alors, attendez. Les orphelins d'Argentan, voilà. Parce que moi, j'ai découvert avec ce livre qu'il y avait une broderie, j'allais dire, mais non, des dentelles d'Argentan, en fait, qui sont des dentelles très spécifiques, avec des points d'Alençon aussi, et d'Argentan. Je pense qu'il y a deux choses. Et donc là, on va suivre le destin d'une jeune fille qui va rentrer à l'orphelinat suite au décès de sa mère et à la disparition de son père. Alors, c'est une aventure presque fantastique, qui est extrêmement bien écrite, et qui nous donne l'occasion en fait, de suivre ce petit personnage qui va se dépasser, bien entendu, dans cette aventure. On aurait pu tomber dans le truc de l'orphelinat terrible où on est malmené, mais ce n'est pas du tout le thème de ce roman. Malgré tout, c'est aussi un thème sur la famille, sur le lien en fait, entre la fratrie et sur un mystère autour notamment d'araignées qui sont très importantes en fait, dans ce roman. Et enfin, le quatrième roman qui est sélectionné en fait, cette année, c'est Inspecteur Gambas et l'agente spéciale La Crevette, qui a été écrit par Caril Ferret. Donc chez Robert Laffont, j'ai oublié de dire que Soi avait été édité chez Rouergue et Héloïse Mousquetaire du Roi dans la collection Étincelle en fait, de Gulfstream. Une collection qui est vraiment intéressante avec des grosses polices de caractère, faciles à lire en fait, pour les plus jeunes. Alors Inspecteur Gambas, c'est vraiment le roman le plus simple des 5 qui était là et qui met en scène un espèce d'inspecteur gadget. Donc je reviens sur les années 80, vous avez vu, hop, je fais une espèce de boucle. Pourquoi je dis inspecteur gadget? Parce qu'en fait, il pense résoudre quelque chose, mais il résout jamais rien en fait. Et heureusement qu'il est accompagné de l'agent spécial La Crevette, parce que sinon je pense qu'il ne s'en sortirait pas. Voilà, donc on retrouve sur la plage une étoile de mer assassinée. Qui a mené ce crime? Ça ne peut être que quelqu'un qui, par ambition, une vieille actrice savait que cette étoile montante en fait allait lui voler la vedette. Ça ne peut être qu'elle, bien entendu. Voilà, donc c'est un roman qui est plutôt enlevé. On parlera tout à l'heure avec Caril de la manière dont il a de mener ses romans jeunesse et en lien avec aussi sa production adulte. Et on aura l'occasion de revenir certainement sur ce roman-là. Alors je continue dans cette sélection junior. La sélection junior reste la plupart du temps la plus riche sur cette question de roman d'enquête. C'est peut-être le public qui est aujourd'hui le plus sensible à ce type de littérature. Et on s'aperçoit que chez les adolescents, par exemple, pré-ado, on a d'autres tendances, que le genre fantastique, notamment fantasy, va prendre beaucoup de pas. Et puis maintenant, un nouveau genre, en fait, qui est la romance, entre guillemets, aussi, qui prend beaucoup de place, fait que peut-être que les éditeurs se disent on va leur faire ce qu'ils lisent, en fait. On ne va pas forcément leur imposer des choses qu'ils ne lisent pas. Donc c'est pour ça que cette production junior, elle est plus importante, beaucoup plus importante que la production adolescente, en fait, qu'on va pouvoir trouver. Donc là, je vous ai fait une petite sélection de 5 romans. Les 2 premiers me font penser à un nouveau genre de littérature policière qui est le cozy crime en fait, que vous retrouvez en littérature adulte. L'idée en fait d'enquête à la Agatha Christie un petit peu, vous savez, avec ses personnages dans des manoirs anglais. Voilà. Donc le premier roman d'ailleurs s'appelle Diana Pulty, Agency. Qui va être un roman autour d'une petite nièce de la reine ou du roi, je ne sais plus, j'ai perdu. Et
qui a sa propre agence de détective et qui va devoir mener une enquête suite à une rumeur sur l'assassinat probable du roi lors de son arrivée à Paris, en fait. Donc on va passer vers Paris. Et c'est l'occasion pour l'autrice, en fait, de jouer avec le mythe du fantôme de l'opéra, en fait, et de revisiter, en fin de compte, le fantôme de l'opéra à travers ce petit roman. Pareil, comme je vous dis, on est vraiment dans quelque chose voilà, qui, pour moi, m'évoque vraiment le cozy crime qu'on retrouve en littérature adulte. Aria Barman mène l'enquête. Alors c'est pareil. Alors cette fois-ci, on est carrément en Angleterre. Alors vous voyez, les deux romans ont ce côté-là, même si, d'ailleurs, ils sont écrits tous les deux par des autrices françaises. Aria Barman mène l'enquête. Alors c'est un roman assez marrant parce que c'est presque une anti-héros. Aria, elle rêvait d'une grande carrière de policière extrêmement forte, et elle se retrouve dans une espèce de campagne à gérer la mort des moutons dans les champs. Donc en fait, c'est un petit peu frustrant pour elle, tout ça. Et puis surtout, elle a une caractéristique incroyable, et chose que j'avais jamais vue dans un roman, c'est qu'elle est d'origine indienne. Et tout ça va parcourir en fait ce roman de manière très forte, et notamment toute sa difficulté à s'imposer comme quelqu'un qui est en capacité de résoudre des enquêtes, alors que sans cesse, on lui ramène ses origines en fait indiennes, alors qu'elle est née sur le sol anglais, elle a vécu en fait en Angleterre toute sa vie. Et donc c'est intéressant parce qu'on va apporter dans ce roman aussi un vrai regard sur le racisme, le rejet de l'autre en fait, lié juste à sa couleur de peau. C'est un roman léger, c'est un roman, comme je vous dis, dans la thématique du cozy crime, qui peut être intéressant en fait à faire découvrir, avec une petite amourette aussi au milieu de tout ça, en fait, qui est bien, voilà, qui est parfait en fait pour des collégiens. Alors là, je vais vous parler d'un roman que j'ai pas lu. C'est l'affaire Petit Prince. Pourquoi je l'ai pas lu? Parce qu'il n'est pas sorti en fait. Mais j'avais envie de vous le présenter. Pourquoi? Parce que c'est Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais qui, pour la première fois, en fait, va s'aventurer du côté du polar, entre guillemets, mais elle le fait pas. Elle le fait jamais à la légère, en fait. Et là, c'est assez marrant parce que son roman est sous-titré, est surtitré pour le coup, Pierre Bayard, détective privé. En fait, Pierre Bayard, on lui a interdit de mener des enquêtes. Et un jour, il va être contacté pour mener une enquête sur quelque chose qui s'est passé dans l'histoire du Petit Prince. Et en fait, c'est pour ça que c'est un détective privé, puisqu'il va rentrer à l'intérieur des romans en fait, pour essayer de résoudre. Alors, je n'ai pas bien compris comment il rentrait à l'intérieur du roman. Ça, il faudra le lire pour le savoir. Mais ce qui est intéressant, et de ce que j'en ai lu, c'est que ça donne peut-être l'occasion à des publics qui connaissent Le Petit Prince, mais qui ne l'ont pas forcément lu. Ben, ça va peut-être donner l'occasion en fait, de vouloir retourner vers ces textes un peu classiques. Et d'après ce que j'ai pu voir, j'imagine que Clémentine Beauvais, si ça fonctionne, peut-être nous en fera un ou deux autres en fait, dans cette même sauce. Alors Clémentine Beauvais, effectivement, c'est une superbe autrice qui a un ton qui est toujours extrêmement facile à lire, extrêmement captivant. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce roman et dans son succès. Voilà. Alors l'autre traduction en fait de ce que je vous propose, c'est ça, c'est Les Mystères du Manoir Hanté. Alors chez Rageot, l'année dernière, je vous avais présenté, j'avais la chance en fait d'avoir accueilli un auteur qui avait écrit dans cette collection, un Suédois, je crois, et qui écrivait aussi en adulte. Et bien là, c'est le cas. Alors là, c'est des Suédoises, une Suédoise qui a écrit ce roman-là. Alors donc c'est dans leur collection Enquête d'Europe. Donc l'idée pour Rageot, c'est d'aller éditer des romans qui sont des romans policiers qui ont fonctionné dans leur pays d'origine, qui sont des romans pour la jeunesse, et de les rééditer en fait en France. Donc ils en ont plusieurs dans cette collection-là. Et donc c'est l'occasion en fait de découvrir une littérature, notamment du nord de l'Europe, qu'on connaît bien dans les polars adultes, mais qu'on connaît un peu moins dans les polars jeunesse. Alors la caractéristique de ce roman, c'est que c'est un roman en 24 chapitres. Et vous ne devinerez jamais quand il est sorti. Il est sorti en novembre l'année dernière. Donc l'idée, c'était d'avoir un espèce de roman calendrier de l'Avent où on se lisait un chapitre par jour, en fait, jusqu'à la résolution
de l'intrigue au 24e chapitre, bien entendu. Donc, assez original dans sa forme. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à réutiliser en fait, l'année prochaine, puisque ça donne un rythme de lecture qui n'est pas inintéressant. Les chapitres sont courts, faciles à lire, et donc tout à fait gérables en une soirée. Voilà. Et je termine avec un autre roman. Enfin, je termine. C'était une blague. Je vais continuer. Et je vais vous parler d'un autre roman de Chirajo, d'un autre roman de Tixier. Vous allez me dire, décidément, il est partout. Mais c'est une collection que j'aime bien présenter chaque année. En fait, c'est la Flash Fiction. Une collection Chirajo qui est une collection faite pour les enfants qui peuvent avoir de la difficulté en fait, à lire. Mais pas pour les petits. Dans cette collection, il y a vraiment deux grands... Là, on est plus sur les romans juniors avec celui-ci, Face au danger. Mais par exemple, Marin Ledin, on a écrit... l'année dernière, je vous en avais présenté un de Marin Ledin qui était vraiment fait pour les adolescents. En fait, tout est pensé dans cette collection, et on en avait discuté l'année dernière, sur la police de caractère, sur le texte par rapport à l'image, sur la question de la couleur des feuilles, en fait, la colorisation en fait, des pages, fait que ça va permettre à des enfants dyslexiques, mais aussi à d'autres, et c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que flash fiction, c'est pas forcément marqué dysfiction, en fait, c'est marqué flash fiction, mais parce que c'est aussi des romans courts, faciles à lire, et qui peuvent peut-être permettre de rassurer en fait, un élève, un enfant, un préado, qui a des fois un peu du mal à se mettre à la lecture. Moi, je vous invite vraiment à aller voir. C'est une collection, il doit y avoir une quinzaine de romans maintenant en fait, dans cette collection-là, avec des grands noms en fait, qui ont écrit, et notamment des grands noms de la littérature adulte, qui ont écrit dans cette collection Flash Fiction. Je vous parlais tout à l'heure de Marin Ledin, par exemple. Et alors là, cette histoire est très simple. Face au danger, des enfants qui ont entendu parler d'un trésor au fond d'une grotte. Bien entendu, ils rentrent dans cette grotte, la marée monte, on est coincé. Comment on s'en sort? Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce roman. C'est très efficace, très enlevé, en fait, comme c'est le faire généralement Jean-Christophe Tixier. Donc ça peut être intéressant. Mais c'était vraiment pour mettre en avant cette collection qui se veut toujours un peu polar, un peu thriller, un peu tendu, et qui correspond bien, en fait, à un public qui aurait un peu de mal à aller vers le livre. Alors heureusement, j'ai quand même trouvé quelques romans pour les adolescents. Mais comme je vous disais, c'est quand même peut-être là où c'est le plus difficile. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes auteurs qui reviennent la plupart du temps d'une allée sur l'autre, en fait, avec ces romans-là. Cette année, la sélection est intéressante, elle est assez variée. Il y a 2 romans de Chirajo, mais voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, Christophe Guillemot a écrit Les Recrues. Donc Christophe Guillemot, c'est un auteur qui fait déjà de l'adulte en fait, mais qui a été connu pour une série qui s'appelle j'ai perdu. En fait, c'est une espèce de cold case. Donc c'est des... Pardon. Non, alors c'est pas lui. Ouais, c'est ça. Le Bureau des affaires non résolues. Merci effectivement. Donc où il y avait 2 tomes qui étaient sortis. Et là, il se lance donc dans ce roman d'espionnage. Alors bien sûr, pour ceux qui ont connu, je ne reviens pas aux années 80, mais aux années 2000, qui ont connu Cherub à l'époque et l'engouement qu'il y avait eu en fait, autour de cette série, bah, quelque part, à travers Les Recrues, on va retrouver un petit peu cette veine-là. 2 enfants recrutés, enfin 2 adolescents recrutés par les services secrets, la DGSE française, qui vont être formés et qui vont être envoyés pour leur première enquête en fait, à New York. Et qui vont être sur la trace en fait, d'un tueur en série. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque de Cherub, moi, c'était vraiment un livre que je pouvais proposer à des adolescents qui me disaient « mais moi, j'ai pas envie de lire, j'aime pas ». Et en fait, Cherub, je trouve, avait mis le pied à l'étrier à beaucoup de lecteurs qui, derrière, en fait, avaient dévoré, pour pas tous, mais pour certains qui étaient partis, en fait, et étaient devenus les futurs lecteurs qu'ils devaient devenir. Et je pense que Les Recrues, ben, il y aura ce même engouement. Donc à voir pour vous, parce que ça peut être quelque chose qui est intéressant. Le deuxième roman que je propose, c'est un roman chez Actes Sud qui s'appelle Infiltré. Alors, est-ce que ce roman aurait dû être placé dans le rayon adulte des librairies ou plutôt en jeunesse?
Actes Sud a fait le choix de l'éditer en fait dans sa section junior, mais ça reste un roman où il faut avoir un bon background en fait, notamment historique, puisque Infiltré, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est ressortissant de la RDA et qui va être exfiltré, enfin qui va sortir de l'Allemagne de l'Est pour aller aux États-Unis, où il va rejoindre sa mère qui, elle, s'est enfuie en fait de l'Allemagne de l'Est, et où elle est scientifique en fait, et où elle travaille sur des sujets autour du laser. Et il se trouve que ce jeune garçon, on va comprendre assez vite qu'il n'est pas envoyé pour rien en fait. Il est un agent infiltré en fin de compte, un agent de l'Est, pour pouvoir en fait aller récupérer de l'information de l'autre côté. Dans le roman, il y a quand même beaucoup de liens avec l'époque. Donc on est dans les années 60, en 67, c'est ça. Et, donc il y a quand même un contexte historique très fort et qui est des fois un peu ellipsé par l'auteur. Ce qui fait que si on n'a pas toutes les données, c'est des fois peut-être un petit peu compliqué à pouvoir suivre. Après, certainement très intéressant pour des élèves qui travaillent sur la guerre froide, sur cette grande période, parce que ça fait un roman qui est quand même assez enlevé, avec un personnage qui a leur âge, en fait, qui va leur permettre de... Alors, qui est un peu plus vieux, puisque c'est un étudiant. Il a 18, enfin, il a entre 18 et 20 ans. Donc, vous voyez, là encore, on n'est pas tout à fait positionné. On a un peu le cul entre deux chaises, je dirais, avec ce roman-là. Mais certainement un roman intéressant pour les professeurs d'histoire et pour les documentalistes, et en bibliothèque, bien sûr, pour pouvoir être conseillé. Le troisième roman que je vous propose, en fait, alors Claire Renaud s'aventure rarement en fait du côté du roman adolescent. Elle est plutôt dans les romans juniors. Elle a déjà travaillé beaucoup avec Sarbacane et elle a déjà d'ailleurs eu le prix à Quai du Polar il y a quelques années pour les mamies gangsters ou les mamies gangsters, il me semble. Et là, Claire Renaud fait un roman pour un peu plus grand qui s'appelle Les Petites Voleuses. Alors qu'il y a un vrai roman social, en fin de compte. C'est deux cousines, une cousine issue d'un milieu très favorisé et l'autre plutôt d'un milieu comment dire, plus modeste. Et en fait, elles ont par contre une petite caractéristique toutes les deux, elles sont un petit peu kleptomanes. Et un jour, bien entendu, c'est celle du milieu le plus modeste qui se fait attraper. Et il y a une espèce de chantage en fait par la police qui va lui dire moi je veux bien passer l'éponge, mais si tu m'aides à attraper ta cousine. Voilà. Donc ça va interroger pas mal de choses en fait autour du lien familial, de la solidarité. C'est assez, j'allais dire cliché, c'est assez classique en fin de compte comme représentation des choses. Mais ça reste un roman. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'écriture de Claire Renaud et c'est assez agréable en fait à partager. Sarbacane, on est hors collection. On n'est pas vraiment dans la collection que vous connaissez bien, qui s'appelle la collection Exprime pour les adolescents, en fait, mais on est un petit peu à part par rapport à ça. Alors, le quatrième roman, c'est Sylvie Alouche. Sylvie Alouche, que vous connaissez par une série en fait de romans, notamment Stabat Murder, en fait. Où elle met en scène une inspectrice qui s'appelle Dilazio et qui est récurrente en fait dans son œuvre et que vous allez retrouver en fait à différents moments. Et là, elle se détache un petit peu de ce personnage-là, mais pour nous créer quand même un roman dans une collection hyper intéressante. C'est une collection chez Nathan qui s'appelle Cours toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait cette petite collection. C'est des tout petits romans qui se lisent presque d'un souffle, en fin de compte. C'est des romans courts, très efficaces, et qui ont pour caractéristique d'avoir un QR code qui lit l'histoire. En fait, toutes les histoires ont la possibilité en fait, d'être écoutées aussi, plutôt que d'être lues. Donc cette collection, elle commence, il y a une quinzaine ou une vingtaine de romans en fait, qui sont sortis dans cette collection. Et donc Sylvie Alouche s'est prêtée au jeu en fait, d'une écriture en fait, dans ce format-là, qui est quand même un format très restreint, chose qu'elle n'a pas vraiment l'habitude, mais qui fonctionne bien. Et donc La fille au fond du canal, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui entend un coup de feu, voit une jeune fille en fait, tomber dans le canal et va bien sûr, au péril de sa vie, se jeter dans l'eau en fait, pour aller la sauver.
Et ça va être, on va comprendre qu'elle a été poursuivie par des gangsters, bien entendu. Et c'est aussi le rapport de ce garçon avec ses premiers émois aussi pour cette jeune femme. Enfin voilà, donc il y a tout ça qui est dans ce petit roman, mais aussi la solidarité familiale en fait qu'on va retrouver en fait à l'intérieur de ce roman. C'est vraiment une collection, pareil, que moi je conseille vivement, puisque pour des lecteurs qui peuvent avoir peur en fait d'ouvrages qui sont souvent comment dire, un peu lourd à lire, ben là ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est rapide, efficace, concis et en même temps très intéressant en fait à découvrir. Alors Philippe Leroy, le grand habitué de cette catégorie du roman adolescent, qui écrit pour les adultes aussi, Philippe Leroy. Donc là, il fait un roman qui s'appelle Danse avec la mort, qui commence comme d'habitude par... vous êtes pris tout de suite lors du premier chapitre, même pas, parce que c'est même pas un chapitre, c'est une espèce de préface. Vous êtes tout de suite pris en fait dans l'intrigue et vous avez envie d'y aller. Si je vous donne un peu le contexte, tout de suite, vous allez voir qu'on est plus du côté du thriller psychologique que vraiment du roman d'enquête. Un groupe d'adolescents qui décident en fait de partir en vacances. Ils sont tout jeunes, ils ont 18 ans. Ils partent au bord d'une rivière et une légende urbaine dit qu'il y a un sanatorium abandonné dans lequel, bien sûr, se promèneraient les fantômes. Et ils vont vouloir aller voir ce qui se passe dedans. Alors, Danse avec la mort a une petite caractéristique parce qu'un des personnages qui s'appelle Maya est en fauteuil roulant. Et c'est assez intéressant parce que Philippe Leroy ne nous montre pas forcément toute la bienveillance que peuvent avoir des gens pour une personne qui est en fauteuil. Au contraire. C'est toute la difficulté qu'elle a à vivre dans son monde de jeunes adultes ou de grandes adolescentes, au milieu en fait, d'adolescents qui, en fin de compte, n'ont un peu rien à foutre qu'elles soient en fauteuil, voire même que ça peut devenir en fait, sujet à vexation en fait, pour elles. Voilà. Donc, un roman intéressant où il y a quelque chose de Danse avec la mort. Vous verrez qu'il y a un rapport fort avec l'idée de danser, puisque cette jeune Maya rêvait en fait de devenir une danseuse, et bien sûr, elle est clouée à son fauteuil. Mais c'est aussi pour elle une façon de renouer avec l'envie de vivre, chose qui est très présente dans ce roman, où on sent qu'elle n'a plus goût à rien, en fait, qu'à part ces deux roues, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà. Donc, à découvrir, c'est toujours vraiment... Enfin, moi, je trouve toujours très intéressant les romans de Philippe Leroy, parce qu'il y a vraiment ce côté thriller psychologique très fort, en fait, qu'on retrouve à chaque fois dans ces bouquins. Enfin, je vous parlerai de Rachel Korenblit, pareil, qui n'a pas forcément l'habitude d'aller vers de ce genre-là, mais qui, avec Fils de tueur, alors nous fait un vrai roman psychologique, pour le coup, autour d'un jeune garçon qui est le fils d'un tueur en série qui a été arrêté, même qui est mort, et qui a vécu en fait au contact de ce monstre qui était son père. Et il se trouve que le début du roman, c'est la mère qui est elle aussi en prison et qui demande à parler à son fils et qui dit à la police qu'elle ne dira des choses qu'à son fils et qu'elle fera des nouvelles révélations en fait sur son mari qui était ce tueur en série. Alors, ça peut qu'évoquer l'affaire Fourniret, en fait. Et je pense que Rachel Korenblit ne se cache pas qu'elle s'est inspirée en fait, de cette affaire-là pour pouvoir faire son roman. Mais c'est un véritable roman sur la psychologie de ce personnage qui a complètement occulté toute une partie de sa vie par traumatisme, en fait, et qui va être réactivé petit à petit, en fait, au fur et à mesure que le roman avance, et il va falloir faire avec, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est toujours l'écriture très ciselée en fait de Rachel Korenblit qui est intéressante. Après, c'est un roman à pas toujours à mettre entre toutes les mains en fait. Pour le coup, c'est un roman qui est assez dur, qui est moins c'est moins la joie de vivre en fait que d'autres romans qu'on peut avoir. Voilà. Alors j'ai l'impression d'avoir fait un panorama un peu plus court que d'habitude, mais parce que cette année je vais vous présenter aussi quelques jeux de société. Donc chose que je ne fais pas d'habitude, donc il fallait que je sois un peu plus concis, un peu plus raccourci.
Et là, je vais vous présenter quelques jeux de société. Hop. Alors, je me trompe, j'ai encore des livres. Alors, c'était pour faire la transition vers le jeu de société. La grande tendance de l'édition, c'est aussi d'aller vers le livre-jeu. Donc d'avoir des livres qui soient à la fois un ouvrage type livre, mais à l'intérieur duquel vous allez retrouver quelque chose de très ludique. On retrouve Pronto avec le filou ne pourra pas filer. Pronto, ça existe depuis chez Actes Sud, c'était édité avant. Là, c'est Saltimbanque qui a repris en fait l'édition de Pronto. C'est des petites enquêtes, je vais dire à la Cluedo. Pourquoi à la Cluedo? Il y a 10 suspects et au fur et à mesure des pages et des jeux qu'on va résoudre, en fait, on va éliminer chaque page un suspect pour qu'il nous reste qu'un seul coupable à la fin. C'est des histoires très illustrées. Il fait tout Pronto, en fait. Il fait ses illustrations, il fait ses énigmes, il fait tout. Alors, ce que je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas eu en main, celui-ci, c'est si c'était des enquêtes qu'il avait déjà fait ou si c'est des nouvelles enquêtes. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle édition, puisque ce n'était pas édité chez Saltimbanque. Ensuite, il y a sur les traces de monnaie, alors l'escape book. Alors, la grande tendance est à l'escape book, qui pourrait ressembler quand même au livre dont on était le héros, enfin dont on est le héros des années 80 justement, j'en reviens. Donc sur les traces de monnaie, la petite caractéristique quand même pour ce roman, c'est que c'est édité par... c'est édité par qui? J'ai perdu. C'est par Palette, voilà. C'est édité par Palette et en lien avec la Réunion des musées nationaux. Et donc c'est sur monnaie. Et donc, c'est une enquête à l'intérieur d'un musée. Quand on dit escape book, ça veut dire qu'il y a des petits systèmes qui vont nous permettre de trouver les indices pour avancer dans le livre. On n'est pas sur une lecture linéaire, en fait, de ces livres-là. On est sur des lectures où on va se déplacer de 20 pages, se redevenir de 10 pages, de revenir de 5 pages, etc., pour avancer dans notre aventure et essayer de s'en sortir de cette aventure. Ensuite, les 2 derniers romans que je vous proposerai, enfin, livres que je vais vous proposer, alors, eux sont directement en lien avec le jeu de société. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zombie Kids, c'est une licence qui a été faite par un éditeur qui s'appelle Le Scorpion Masqué, et donc qui a sorti un jeu de société qui met en scène des préados qui doivent se sortir en fait d'une attaque de zombies dans leur école. Et de ce jeu-là a été en fait proposé un livre qui s'appelle Zombie Kids et qui nous remet dans cet univers-là. Donc là, on voit qu'en fin de compte, le jeu a créé un univers tellement fort que ça a donné envie à des auteurs en fait, de reprendre ces personnages-là et de les intégrer dans un livre. Alors, c'est un livre dont tu es le héros. Ça veut dire que c'est un bouquin qui va... alors là, vraiment à l'ancienne, j'arrive en bas de la page, est-ce que je prends à gauche ou est-ce que je prends à droite? Si je prends à gauche, je vais à la page 2. Si je prends à droite, je vais à la page 4. Et on avance comme ça dans l'aventure avec différentes ramifications en fait, de cette aventure qui peuvent nous faire finir sur différentes possibilités. Et enfin, je vous montre le Unlock Kids. Alors, il y a déjà eu des livres Unlock que vous avez peut-être vu passer. Et là, Unlock, qui est une gamme de jeux d'escape game, je vais vous en parler d'un tout à l'heure. Je ne sais plus si j'en parle d'un d'ailleurs. Mais donc, c'est des escape games. L'escape game, on a tous en tête, vous savez, cette salle dans laquelle on vous enferme et en 1 heure, vous devez essayer de résoudre toutes les énigmes pour vous en sortir. Le jeu Unlock recrée cette situation-là, mais avec un système de cartes à jouer et qui nous permet en fait de vivre la même sensation. Si vous n'avez jamais fait un Unlock, je vous invite vraiment à tester ça parce que c'est une expérience un peu unique. Alors, quand je dis expérience unique, c'est parce que c'est une expérience qui en plus ne se répète pas. C'est-à-dire une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait. C'est un jeu jetable, entre guillemets, ou du moins donnable, que vous allez pouvoir donner, échanger avec quelqu'un. Et le Unlock Kids donc, a été adapté pour les plus jeunes, donc ça c'est le jeu, et bien sûr de là est sorti, en fait, grâce à Fabien Clavel, une série de Unlock et de Unlock Kids en livre. Alors pourquoi Fabien Clavel? Il faut savoir que c'est un passionné de jeux de société, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui pense toujours à des mécaniques aussi de jeu, et donc qui lit son œuvre littéraire aussi au jeu, et qui s'est régalé à faire des espèces d'unlock en fait sous forme de livres. Là pour le coup, c'est un tout petit peu plus difficile que juste suivre le déroulé des pages, puisqu'il y a des choses qu'il va falloir que je découvre dans le livre, des petits codes, des petites façons de jouer. Et là, il a un petit système avec un marque-page que vous allez utiliser et qui va vous permettre de
trouver des codes qui vous donnent des numéros et qui vous permettent d'aller aux endroits où vous devez aller. Donc c'est pas mal fait du tout. Et c'était pour moi important de vous montrer ça pour montrer qu'il y a un lien fort entre le jeu de société et le livre, et qu'il n'est pas toujours dans le sens où on adapte un livre sous forme d'un jeu de société. Il est aussi où il y a un jeu de société qui peut être adapté en livre en fait de plus en plus. Pour la petite anecdote quand même, il faut savoir qu'en France, on a des grands opérateurs de jeux de société qui existent, des grands distributeurs. Pour ceux qui connaissent le milieu de la librairie, vous connaissez les grands distributeurs de livres, vous connaissez Hachette, vous connaissez Interforum, vous connaissez Médiadiffusion, etc. etc. Et ben, dans le jeu, il y a aussi des grands distributeurs. Un des grands distributeurs, c'est Asmodée. Mais il faut savoir que Hachette est en train de racheter petit à petit les grands distributeurs en fait, de jeux de société. Donc ce lien que nous on voit à travers en fait, la production de livres, il existe aussi de manière institutionnelle dans la démarche aujourd'hui qu'ont les grands éditeurs et les grands, les grands distributeurs en fait, de jeux, de livres, qui sont en train de racheter petit à petit les grandes maisons d'édition françaises de jeux de société. Donc là, vous voyez que l'objet culturel n'est pas si loin de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter assez rapidement, puisqu'il me reste 5 petites minutes, 6 petits jeux. Vous connaissez certainement les micro-macros. Alors, là, pareil, le lien avec le livre est d'une facilité incroyable, puisque tout le monde a joué à Où est Charlie ? Micro-macro, c'est du Où est Charlie plus. On ne cherche plus qu'un seul personnage, mais on essaye de comprendre ce qui s'est passé avec un personnage. Lorsque vous regardez juste la boîte de micro-macro, il y a une petite pastille en haut qui vous dit qui a tué le vendeur de burgers. Et on va s'apercevoir qu'on va pouvoir suivre un personnage à différents moments de sa journée. Et c'est en remontant les moments de sa journée qu'on va découvrir le mystère. Donc dans cette boîte de micro-macro, alors aujourd'hui il y en a 4 différentes qui existent, il y a 16 énigmes qui sont proposées, c'est un grand poster, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, donc coopératif, c'est convivial. Et là sort le micro-macro Kids, donc ça c'est celui qui est plus fait pour les enfants. Alors pourquoi le premier micro-macro était pour les plus grands ? C'est souvent lié aux thématiques qui sont abordées. Il y a des meurtres violents, voilà. Alors que dans le micro-macro Kids, on sera sur des choses qui sont un peu plus soft, même si le premier micro-macro était donné à partir de 10 ans. Hein. Donc le micro-macro Kids, vous ne l'avez peut-être pas encore vu sur les rayons des magasins, puisqu'il n'est pas sorti et qu'il est en exclusivité sur le salon. Moi je l'aurai en avant-première, en fait, il sort début de semaine prochaine et moi j'ai la chance de l'avoir en avant-première sur le salon. Donc n'hésitez pas à venir voir et on retrouve la même mécanique en fait de jeu que ce micro-macro. C'est là encore un travail d'illustration importante, des histoires qui nous sont racontées. Voilà, c'est un jeu qui a très très bien fonctionné au moment où il est sorti. Je voulais vous montrer aussi les Bubble Stories. Alors là, c'est vraiment pour les plus petits, puisque tout à coup on n'a plus de texte du tout et on va essayer de suivre avec l'enfant. C'est un espèce de jeu dont tu es le héros. C'est un escape game pour petits, il a été vendu un peu comme ça. Et dans Bubble Story, vous avez des cartes. Sur cette carte apparaît une cour d'école. Les copains se sont cachés. Où sont-ils ? Et dans cette cour d'école, on voit la cantine, on voit le gymnase, on voit les toilettes. Où est-ce que tu veux aller ? Ah, je décide d'aller dans la cantine. Je prends la carte cantine, je retourne la carte cantine, hop, je rentre dans la cantine. Donc dans la cantine, il y a la cuisine, il y a derrière les placards, etc. etc. Et ça s'appelle Bubble Story parce qu'à chaque fois, c'est des bulles qui nous montre les différents endroits où on doit aller. Et là encore, il y a des petites ramifications. Et plus on va, il y a 3 enquêtes en fait, qui sont proposées dans les Bubble Stories. Et plus on va dans les enquêtes, et plus ça va se complexifier. Alors, ça reste pour les petits, hein, donc c'est facile à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire du tout. C'est-à-dire que c'est que de la lecture d'images, et c'est grâce à la lecture d'images qu'on va essayer de résoudre les enquêtes. Encore une fois, comme le livre et comme l'album jeunesse, c'est des choses à partager. C'est-à-dire le jeu, pour moi, il n'est pas fait pour donner à un gamin qui se débrouille tout seul. Il est au contraire pour partager ce moment-là avec lui. Et Bubble Stories, vous verrez qu'on peut prendre du plaisir en fait, à partager ce moment. Là, je vous montre des choses pour aller un peu plus grand, parce que le jeu de société, ça peut être aussi un objet narratif. Et là, je vous montre 4 jeux. Un qui date des années 80, qui est Sherlock Holmes Détective Conseil, qui a été réédité dans l'univers de Sherlock Holmes. Alors, qui est un vrai objet littéraire. Hein. Pour le coup, ce jeu, c'est un vrai objet littéraire. Il y a 10 enquêtes qui sont proposées. Vous avez une carte de Londres, une problématique qui vous est posée, et en fonction de ça, vous allez explorer des lieux, et donc il y a des numéros sur les lieux qui vous ramènent à des chapitres, ou du moins à des textes que vous allez lire. C'est très littéraire, il y a beaucoup de textes à lire, et c'est vraiment de
de la déduction pure. L'objectif étant de faire mieux que Sherlock Holmes pour résoudre le mystère. Moi, ce que j'aime dans ces jeux, c'est qu'on n'est pas sur un jeu qui va nous amener vers une fin. C'est-à-dire ça ne va pas nous dire, bah, ça y est, vous avez gagné. C'est à moi, à un moment donné, de dire, je pense que j'ai tous les éléments en main et je vais faire mes conclusions. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que je vais regarder la solution pour pouvoir essayer de comparer ce que moi j'ai imaginé de cette enquête avec la résolution réelle en fait, de l'enquête. Alors, il y a 4 boîtes aujourd'hui qui existent de Sherlock Holmes Détective Conseil. Et comme je vous dis, on est sur quelque chose qui est très dense, très littéraire. Et là, on retrouve cet intermédiaire entre le livre et le jeu. Je vais d'ailleurs parler des animaux de Baker Street. On parlait de Clémentine Beauvais. Ben, c'est Clémentine Beauvais qui est au texte en fait, dans ce jeu-là, dans les animaux de Baker Street, où vous allez retrouver, pareil, des petits chapitres en fait, d'enquête et qu'on va mener avec des petits animaux dans Baker Street, en fait, dans la rue où habitait Sherlock Holmes. Et on va suivre les enquêtes de ces petits personnages-là. Donc c'est pareil, ça va nous révéler les cartes, on va avancer. Et l'écriture a été faite, en fait, c'est un travail coopératif, parce qu'elle a travaillé avec un auteur anglais. Elle est française, mais elle est prof d'anglais en fait en Angleterre. Et donc, elle a travaillé avec lui pour donner cet objet assez incroyable, qui est d'abord très joliment illustré, et puis qui a vraiment ce côté narratif très très fort. Et puis, je vous parle des 2 autres très rapidement. Donc, Backstories, back pour dos, et vous allez comprendre pourquoi. Backstories, c'est un jeu de cartes qui est dans cette boîte que vous voyez à l'écran. Et vous allez tout simplement prendre les cartes qu'on vous demande de prendre. Donc moi, ce que j'aime aussi, c'est ce côté très intuitif du jeu. Vous n'avez pas besoin de lire un gros paquet de règles en fait, pour pouvoir jouer. Vous ouvrez la boîte, vous prenez la première carte et on vous explique comment ça fonctionne. Et c'est parti. Et dans ce jeu Backstories, ça s'appelle Backstories, parce qu'on va utiliser des cartes qui vont nous permettre de cacher les informations qui sont au dos des cartes. Donc c'est des cartes à encoche, en fait, à fenêtre, en fait, et que je vais glisser derrière une de mes cartes pour retourner et voir l'information que j'ai. Dans Backstories, on va suivre l'histoire, dans cette histoire-là, en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va essayer de découvrir de résoudre le mystère de la disparition de son frère qui est parti en montagne, et on va suivre cette aventure-là. Là aussi, c'est assez écrit. Après, c'est très visuel aussi, à l'inverse, peut-être du Sherlock Holmes Détective, qui est quand même beaucoup plus écrit que visuel. Et enfin, Suspect, qui est toute une série, donc il y a 3 grosses boîtes qui existent, et maintenant il y a des petites boîtes qui sont faites. Et là, c'est marrant, j'ai tendance à nous dire que ça nous emmène plutôt vers les univers d'Agatha Christie. Donc c'est un jeu qu'avec des cartes, et ces cartes, pareil, vont être assez écrites en fin de compte, et ça va être à moi de déduire, un petit peu comme dans Sherlock Holmes Détective Conseil, mais avec un genre d'écriture un tout petit peu différent, qui nous amène plus du côté de Agatha Christie, plutôt que du côté de Conan Doyle. Voilà. Pour moi, j'étais très content de vous présenter pour cette fois ce versant en fait aussi de mon nouveau métier qui est autour du jeu de société. Et bien sûr, le lien que moi je peux faire dans mon parcours professionnel, mais aujourd'hui aussi dans ma vie classique, entre le livre, l'objet livre en fait, et l'objet jeu de société, bien entendu. Eh ben, je vous remercie de votre attention. Et puis, voilà, j'espère vous retrouver l'année prochaine. Et je vais boire un verre d'eau. Et puis après, on passe un temps de discussion avec Caril Ferret, s'il arrive à un moment donné. Voilà.